je crois que quand même un gouvernement qui veut faire la clarté, cette commission d'enquête, si elle est que gouvernementale, à mon avis, risque n'être pas acceptée par l'ensemble du public israélien. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Maître Philippe Koskas. Philippe, bonjour, Boker Tov. Boker Or à Daniel, Boker Or à nos auditeurs. Merci d'être avec nous ce matin. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, mais il y a une bonne raison pour laquelle je souhaitais avoir votre appréciation, votre avis d'une question, puisqu'on a reparlé ces derniers jours de la nomination ou la formation d'une commission d'enquête d'État ou d'une commission d'enquête ou de vérification gouvernementale concernant ce qui s'est passé le 7 octobre, les événements tragiques du 7 octobre. Cela fait bien entendu 2 ans qu'on en parle, mais après le retour des otages, eh bien, cette éventualité semble se préciser. La question se pose, à savoir, pour le gouvernement, de savoir quoi choisir. Est-ce qu'on doit aller vers une commission d'enquête d'État, comme cela a été le cas, par exemple, au lendemain de la guerre de Kippour, au lendemain des massacres de Sabra et Shatila, ou alors vers une commission, on va dire, d'enquête gouvernementale, comme ça a été le cas au lendemain de la seconde guerre du Liban. Alors, je voudrais d'abord, Philippe, que vous nous expliquiez de manière, on va dire, assez succincte, la différence entre ces deux formats. La commission d'enquête d'État, d'un côté, et la commission de vérification gouvernementale ou la commission d'enquête gouvernementale. Alors regardez, en effet, il y a en fait, selon le droit israélien, il y a 3 types de commissions d'enquête. Il y a les commissions d'enquête dont vous n'avez pas parlé, c'est les commissions d'enquête parlementaires. Oui. Mais ça, c'est une commission qui est complètement politique. Donc on ne va pas en parler aujourd'hui, puisque de toute façon, elle n'est pas... à l'ordre du jour. C'est pas le sujet. Les 2 autres commissions d'enquête sont les commissions d'enquête gouvernementale, comme vous l'avez évoqué, et une commission d'enquête étatique. Ces 2 commissions, en fait, sont un peu différentes. D'abord, souvent dans leur objet. L'objet d'une commission d'enquête, par exemple, gouvernementale, je vais vous en donner quelques exemples. Hein. Lorsqu'il y a eu, par exemple, le massacre, enfin, le massacre, l'accident de Méron. De Méron, voilà, exactement. Donc, en fait, le juge Lippmann a géré ça, c'était récemment, en 2011, mais il y a eu également la commission d'enquête Trachtenberg, lorsqu'il y a eu des grandes manifestations énormes sur le coût de la vie. Donc, si vous voulez, ce sont souvent ces commissions d'enquête gouvernementale ont souvent un sujet propre. Le gouvernement nomme un juge, ou pas forcément un juge d'ailleurs, hein, ça peut être une personne de la vie publique, ça peut être une personne politique, qui va vérifier un sujet spécial, qui est souvent d'ailleurs lié au fonctionnement d'un ou de plusieurs ministères. Donc, si vous voulez, ça, c'est un premier type de commission d'enquête. Il est quand même limité, puisque la loi lui donne pas forcément tous les pouvoirs, mais c'est c'est ce type-là, en fait, c'est le gouvernement qui va, j'allais dire, orchestrer cette commission d'enquête. L'autre type de commission d'enquête, et c'est évidemment la commission d'enquête, c'est une loi de 68 déjà qui la gère, c'est une commission d'enquête d'État. Et à ce moment-là, c'est le gouvernement quand même qui va introduire la demande de commission d'enquête. C'est le gouvernement, l'opportunité de la commission d'enquête, c'est à l'opportunité du gouvernement. Mais dès qu'elle j'allais dire, elle saisit le président de la Cour suprême, parce que c'est le président de la Cour suprême qui va gérer ce genre de commission d'enquête, elle est en fait dessaisie, puisque c'est le président de la Cour suprême qui va nommer le président de cette commission d'enquête, et également les juges qui vont juger sur cette commission d'enquête. Et ce type de commission d'enquête, ce sont les commissions d'enquête, vous l'avez évoqué d'ailleurs dans votre introduction, ça a été la commission à Granat, ça a été la commission, c'est eu de très grosses commissions, la commission Cannes pour Sabra et Shatila. Donc si vous voulez, ce sont j'allais dire, l'objet est national. Alors, justement, et c'est apparemment là que le bas blesse. Le gouvernement ne veut pas entendre parler pour l'instant d'une commission d'enquête étatique justement pour une raison très claire, parce que, en fait, c'est le président de la Cour suprême qui, comme vous l'avez dit, doit désigner le président de la commission et les membres de cette commission. Or, le président de la Cour suprême, eh bien, de manière assez stupéfiante, dans la réalité israélienne d'aujourd'hui, il s'agit officiellement,
on va dire, d'Yitzhak Amit, mais le gouvernement ne le reconnaît pas en tant que tel. Il reconnaît qu'il est juge de la Cour suprême, mais il ne reconnaît pas son statut de président de la Cour suprême parce que, eh bien, finalement, on considère, du côté de Yariv Levin, le ministre de la Justice, que sa nomination n'a pas été conforme à la loi. Donc, et puis parce qu'il traîne, on va dire, certains boulets, certains problèmes, certaines affaires qui n'ont pas été réglées. Est-ce qu'il y a un moyen, on va dire, de faire une sorte de panaché, de mixte entre les deux solutions pour justement contourner, on va dire, l'obstacle de Yitzhak Amit? Et je précise peut-être aussi, Yitzhak Amit, peut-être que je le dis à votre place, Yitzhak Amit est considéré comme un juge très libéral, qui est loin de faire l'unanimité, et on considère au sein du gouvernement que si c'est lui qui nomme les membres de la commission, eh bien, ces membres de cette commission seront hostiles d'emblée, quasiment, on va dire, au gouvernement, ce que le gouvernement ne souhaite pas. Oui, je voudrais juste rappeler quand même quelques faits. Je ne connais pas un gouvernement qui est, j'allais dire, nommé, en tout cas dans les 3 commissions d'enquête dont j'ai parlé, c'est-à-dire Agranat, Kahn et Vinograd. Tous les gouvernements, j'allais dire, étaient hostiles, ne voulaient pas. Ils ont été obligés de donner cette commission d'enquête. C'est-à-dire, c'est pas forcément qu'il y avait des rapports d'amour entre les présidents de la Cour suprême de l'époque et l'exécutif de l'époque également. Donc cette commission, c'est tout simplement parce c'est la loi. La loi, c'est une loi qui n'est pas récente puisqu'elle date de 68. Donc, si vous voulez, c'est pas de gaieté de cœur que les gouvernements successifs ont nommé ces commissions d'enquête, c'est qu'il y avait une réelle nécessité. L'autre point que je voulais vous parler, c'est que vous avez dit la nomination de Yitzhak Amit à président de la Cour suprême est tout à fait légale. C'est-à-dire que le fait que le ministre de la Justice... Ah oui, elle est légale, mais elle n'est pas reconnue par le gouvernement. Oui, mais premièrement, c'est très important, ça, parce que le fait que Yariv Levin, le ministre de la Justice, on revient à des débats dont on avait parlé déjà il y a bien longtemps, et voulu changer les règles du jeu, il n'est pas réussi, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de légalité dans ça. Maintenant, qu'ils le reconnaissent ou ne reconnaissent pas, ça, si vous voulez, ça c'est vraiment et on en parle déjà depuis plus de 3 ans déjà, et même un peu plus, des rapports qui sont conflictueux entre le judiciaire et l'exécutif. Mais si vous voulez... Aujourd'hui, est-ce qu'on peut faire une commission d'enquête cousu main? C'est ça que vous êtes en train de me dire. Voilà, oui, c'est ça. La réponse, elle est oui. D'abord, on peut en faire. Ce ne sera pas une commission d'enquête comme la loi de la commission d'enquête, puisque la loi de la commission d'enquête, on ne va pas changer la loi. Donc, en fait, ce serait une sorte, j'allais dire, une commission gouvernementale auquel on donnerait, j'allais dire, des prérogatives qui seraient plus étendues. Mais la problématique de cette commission d'enquête gouvernementale, c'est comme je vous l'ai dit, elle est beaucoup plus politisée. C'est le gouvernement qui va gérer et qui va nommer les gens. Donc, a priori, elle sera suspecte parmi, j'allais dire, tous les citoyens d'Israël, enfin une grande partie des citoyens d'Israël. À partir du moment où le gouvernement qui peut être mis en cause, et j'allais dire, je voudrais bien en parler un petit peu de la remise en cause gouvernementale sur les commissions d'enquête passées, pourrait être mis en cause, va nommer ses propres juges. Donc ça paraît quand même quelque chose qui est quand même qui me paraît bizarre. Et c'est pas sûr du tout d'ailleurs, ceci dit, parce que cette commission d'enquête gouvernementale soit invalidée après par la Cour suprême. Donc, si vous voulez, il faut pas quand même voir quand même que la Cour suprême a elle-même son mot à dire. Mais elle n'est pas dans un conflit d'intérêts, la Cour suprême, puisqu'on parle souvent de conflit d'intérêts. Tout le monde est en conflit d'intérêts. À partir du moment où les 2 grosses institutions du pays, qui sont d'un côté l'exécutif, l'autre côté le législatif, le judiciaire plutôt, ont des conflits, tout le monde est en conflit d'intérêts. Et c'est ça le vrai problème. À partir du moment où on a tout mélangé ensemble et on a tout politisé, il n'y a plus personne maintenant qui n'est pas en conflit d'intérêts. Je voudrais juste rappeler une chose quand même, et je voudrais rappeler une chose à notre exécutif. C'est que si on revoit, en tout cas, les 3 grosses commissions d'enquête qui ont été nommées depuis en fait la création du pays, elles ont épargné l'exécutif. C'est-à-dire que Golda Meir, je ne dis pas que Golda Meir est sortie blanche de la commission d'enquête d'Agranat, non, mais en gros,
Il n'y a pas eu de recommandation personnelle. Oui, elle a chargé essentiellement le chef d'état-major et le commandant de la région Sud. Le chef d'état-major c'était David El-Hazar à l'époque, a été contraint à démissionner. Même chose pour les massacres, pour Sabra et Châtillère, où en fait c'était Aric Sharon qui était à l'époque en tant que militaire, bien entendu, plus en tant que il est devenu politicien par la suite. Non, il était ministre de la Défense à l'époque. Ah, il était ministre. Alors c'est Aric Sharon qui a été. Il était ministre de la Défense dans le cas précis. Et également, pour la commission de Vinograd, Olmert également n'a pas été trop mis en cause pour la guerre du Liban, et c'est plus la préparation de l'armée qui avait été mise en cause. C'est-à-dire, en général, les juges, de tradition judiciaire, on essaye de ne pas trop mettre en cause les politiques. On est bien conscient qu'il y a une sensibilité entre le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Donc, si vous voulez, je ne sais pas dans quelle mesure notre instance exécutive aujourd'hui n'a pas un peu trop peur de cette commission d'enquête, mais ça, je ne peux pas le dire. Alors, par contre, en effet, on est pris, si vous voulez, dans une sorte de loupe où tout le monde est un peu pris dans un conflit d'intérêts. C'est-à-dire qu'on ne pourrait pas imaginer une commission d'enquête gouvernementale telle ce qu'on entend qui peut être proposé, risque de faire rentrer le gouvernement en conflit d'intérêts, mais pas seulement au gouvernement, c'est qu'il y a eu quand même une guerre où on a eu plus de 2000 morts, c'est quand même quelque chose d'affreux, on a vécu 2 années terribles, il y a eu évidemment des erreurs qui ont été causées, et ça, les militaires ont pris leurs responsabilités sur ce domaine, et je crois que quand même un gouvernement qui veut faire la clarté, cette commission d'enquête, si elle est que gouvernementale, à mon avis, risque n'être pas acceptée par l'ensemble du public israélien. Alors, tout cela nous amène aussi à des développements qui sont produits ces derniers jours. Je veux parler en particulier, par exemple, le fait que, le président de la Knesset, la semaine dernière, lors de la visite de Donald Trump, n'ait pas invité le président, justement, de la Cour suprême, ni même la conseillère juridique du gouvernement, parce que, il se sent, il dit que la Cour suprême bafoue les prérogatives de la Knesset, alors il n'a pas de raison d'inviter le président, le juge Yitzhak Amit. Et puis aussi, derrière cela, il y a aussi cette phrase de Donald Trump lors de son discours adressé au président Herzog, à savoir, vous pourriez pas amnistier Binyamin Netanyahou. Alors je voudrais avoir votre réaction sur ces deux points. Écoutez, le premier point, c'est un point qui m'a fait un peu mal, c'est-à-dire que le fait que des institutions qui sont censées représenter Israël ne soient pas invitées alors qu'elles étaient obligées d'être invitées. On parle d'un Dereg Aleph protocole. Des premiers du protocole. Ça veut dire tout simplement qu'on n'a rien compris depuis le 7 octobre. C'est-à-dire qu'on est en train de poursuivre, après le 7 octobre, les fameuses guéguerres qu'il y avait avant le 7 octobre. Et à mon avis, d'ailleurs, Binyamin Netanyahou s'était lui-même exprimé à la Knesset lors du fameux discours avec Donald Trump. Il avait bien appelé l'unité du pays. Et je crois que l'unité du pays, d'abord, commence par donner l'exemple de dire, même si je n'en ai pas d'accord, parce que c'est évident que dans une démocratie, les gens ne sont pas d'accord. Tout le monde a des intérêts opposés, voire contraires. Et d'une démocratie, c'est d'accepter les règles du jeu. Maintenant, c'est clair que les joueurs ont des intérêts différents. C'est built-in dans le système que l'intérêt judiciaire, j'allais dire, il est différent de l'intérêt de l'exécutif. C'est tout à fait évident, puisque le judiciaire, il est là pour contrôler l'exécutif. Attendez. Donc, si vous voulez, ça me paraît, ça veut dire qu'en fait, on n'a rien compris sur le 7 octobre. Et je crois que, en tout cas, ne serait-ce que psychologiquement, ne serait-ce que pour une cérémonie qui paye pas de mine, c'est-à-dire que ça n'a pas de conséquences là-dessus. Je crois que le président de la Knesset aurait pu faire le geste d'inviter, j'allais dire, les gens, les hauts dignitaires du régime israélien. Ça, c'est pour la première réponse. Pour la deuxième réponse de Donald Trump, écoutez, le problème de l'amnistie, c'est que en général, la tradition dit que le président, évidemment, a un pouvoir d'amnistier, mais à condition que la personne ait déjà été condamnée et demander l'amnistie. C'est la tradition. Donc, je ne crois pas qu'on se trouve aujourd'hui dans ce cas de figure. Je crois qu'aujourd'hui, on se trouve dans un cas où le Premier ministre ne reconnaît pas ce qui lui est les chefs d'inculpation.
Et évidemment, il n'est pas condamné. Donc, de toute façon, il est tout à fait clair que la proposition de Donald Trump n'est pas, j'allais dire, juridiquement à l'heure actuelle. Il y a eu un cas de figure, on en avait parlé, je crois, Philippe, c'est le fameux cas de l'affaire du Shin Bet de l'autobus 300 où le père du président Herzog, Chaim Herzog, avait amnistié, ou alors il avait... on va dire fermer un dossier, je ne sais pas exactement comment définir cela. Absolument. Des gens du Shin Bet qui avaient éliminé. La ligne 300, où il y a eu des terroristes qui avaient non seulement contrôlé, mais qui avaient éliminé un terroriste. Qui avaient éliminé un nombre de civils énorme et qui avaient été, j'allais dire, achevés par les personnes des services secrets. C'est-à-dire, ils avaient été, non seulement ils avaient été attrapés, puis ils avaient été tués par ces services secrets. Et ça, là, il y a eu en effet, Chaim Herzog a donné, mais c'est pas forcément les mêmes choses. Il faut comparer. C'est vrai que vous avez raison. C'est pour ça que j'ai pensé à ça, mais je l'ai pas évoqué. C'est pas forcément la même chose. On a voulu défendre ici des services secrets, et je dois dire, c'est vrai qu'on pouvait dire qu'il n'y avait pas eu légitime défense, et puis qu'il y avait eu même une tentative j'allais dire, d'atteindre aux preuves. Ils avaient voulu cacher certaines preuves de ce dossier, mais on n'est pas du tout dans les mêmes dossiers. C'est pas le même ordre de grandeur. Oui, vous m'entendez ? Oui, je vous entends. Et donc, on n'est pas dans le même contexte. À mon avis, on n'est pas dans le même ordre de grandeur. Là, on a voulu défendre une institution, tandis que là, vraiment, c'est le Premier ministre qui est en cause. Ça fait déjà plus de 3 ans. C'est tout à fait clair qu'en tant que citoyen israélien, on ne peut que j'allais dire, on ne peut que être triste de voir une situation où on a un Premier ministre qui est au tribunal le matin et qui envoie les troupes de Tsahal l'après-midi. C'est tout à fait évident que il y a une sorte d'anomalie, mais cette anomalie n'avait pas été prévue par la loi. Et je dois dire que ça, c'était une vraie lacune du travail de la Knesset de ne pas avoir repensé constitutionnellement quelles sont les situations. C'est-à-dire qu'on aurait pu, par exemple, faire une loi comme il existe en France où on ne peut pas inculper un Premier ministre en exercice, en parallèle, évidemment, limiter les mandats du Premier ministre. Vous avez bien compris, c'est-à-dire que tout ça va de pair. Mais il y a eu, si vous voulez, Israël est une démocratie jeune et les systèmes démocratiques n'ont pas été pensés jusqu'au bout et on se trouve vraiment dans une lacune. Eh bien, Maître Philippe Koskas, merci beaucoup de nous avoir clarifié tous ces dossiers. Ce sont des dossiers importants, effectivement, qui reflètent, on va dire, la problématique des relations entre les différents pouvoirs au sein de la démocratie israélienne. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir aidé à mieux y voir clair, on va dire, là-dedans. Merci beaucoup, Philippe, d'avoir été avec nous ce matin. Merci, Daniel. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.